c'est 20% des personnes qui vont faire un épisode au cours de leur vie. Ça veut dire que soit soi-même, soit quelqu'un de très proche de nous va connaître une dépression. Pourquoi tant de personnes sont-elles touchées par la dépression? Est-ce un hasard? Ou y a-t-il une raison à cela? Elle est là pour une bonne raison, sinon elle n'existerait pas. Difficile d'imaginer que de bonnes raisons puissent se cacher derrière la dépression, car il lui arrive d'être fatale. Mais supposons qu'elle ait réellement de bonnes raisons d'exister. Lesquelles? La vie peut être merveilleuse. Mais nous connaissons tous des jours où nous sommes fatigués, irritables, stressés ou tristes. Jusque-là, rien de plus normal. Mais à quel moment la situation bascule-t-elle? Quand la mauvaise humeur se transforme-t-elle en dépression? En général, après 2 semaines de sentiments de morosité, on peut parler de dépression ou d'épisode dépressif. Chez certaines personnes, cet épisode dépressif dure 3 à 4 mois, un peu comme un rhume émotionnel, et disparaît de lui-même. D'autres se débattent plus longtemps avec cet état. Mais à partir de quand peut-on parler de maladie? De nombreux comités tentent depuis des décennies de se mettre d'accord sur ce qu'est réellement la dépression. La conclusion, c'est qu'ils ne seront jamais tout à fait unanimes. C'est tout de même surprenant. Les dépressifs ne restent-ils pas au lit toute la journée? Qu'y a-t-il de si litigieux dans cet état d'abattement durable? Il y a autant de dépressions différentes quasiment que d'individus. Il peut y avoir des gens qui ont une hypersomnie, c'est-à-dire qui vont dormir beaucoup, tout le temps, y compris la journée, sans avoir l'impression d'être reposés. Et à l'autre extrême, des gens qui ont des insomnies, qui vont ne parvenir à dormir que 3-4 heures par nuit, avec notamment un réveil précoce autour de 3-4 heures du matin et une impossibilité à se rendormir. Certaines personnes vont prendre du poids, d'autres vont en perdre. Certaines vont se sentir tristes, d'autres vont se sentir plutôt en colère ou irritables. Si l'on veut trouver un dénominateur commun, le plus simple est peut-être de se pencher sur ce que ressentent les personnes concernées. On peut se sentir pessimiste, éprouver un manque d'énergie et de motivation, ne plus se supporter et avoir une faible estime de soi. La plupart des patients créent leur propre métaphore pour nous décrire comment ils ressentent la dépression. Ils sont comme enveloppés dans du coton, recouverts d'un brouillard gris ou enfermés dans une pièce sans lumière. Winston Churchill, par exemple, qualifiait sa dépression de chien noir. En 1911, il écrit à sa femme: Alice a éveillé mon intérêt lorsqu'elle a parlé de son médecin en Allemagne, qui a complètement guéri sa dépression. Je pense que cet homme pourrait m'être utile en cas de retour du chien noir. En ce moment, il semble se tenir à bonne distance. Et c'est un tel soulagement. Toutes les couleurs reviennent. Mais certaines personnes n'emploient pas d'image. Elles disent simplement qu'elles vont mal. Tout cela mène à un phénomène assez connu, à savoir une sensation de très grande tristesse sur une période prolongée, qui s'accompagne d'un manque de joie et de motivation. Dans les cas les plus graves, les personnes concernées perdent toute envie de vivre. La dépression est le plus fréquent des troubles psychiques. 1 personne sur 5 y est confrontée à un moment de sa vie. Mais qui exactement? Tout en n'étant pas contagieuse, la dépression s'est propagée comme un virus. Selon une hypothèse largement répandue, tout commencerait dans le cerveau. Un dérèglement biochimique serait à l'origine du trouble. Cette suspicion surgit plus ou moins par hasard en 1952. À l'époque, les médecins cherchent un remède contre la tuberculose. Ils administrent aux malades une nouvelle substance active appelée iproniazide, qui ne guérit certes pas la tuberculose, mais qui présente des effets secondaires intéressants. Certains malades deviennent soudain plus sociables. Ils mangent plus, dorment mieux, sont plus équilibrés. Le médicament a, semble-t-il, atténué leur dépression. C'est ainsi qu'est née la classe d'antidépresseurs la plus courante actuellement.
Ce sont des médicaments qui augmentent principalement le taux de sérotonine dans le cerveau. Les antidépresseurs les plus souvent prescrits restent ceux qui agissent sur la sérotonine, un neurotransmetteur qui aide à acheminer les informations d'une cellule nerveuse à une autre. Normalement, une fois sa mission accomplie, la sérotonine se dissipe. Les antidépresseurs augmentent les niveaux de sérotonine en empêchant sa recapture. Ce qui conduit à l'hypothèse que la dépression serait causée par un déficit en neurotransmetteurs dans le cerveau. On comprend la logique. Si les médicaments aident en augmentant les niveaux de sérotonine, alors la cause de la dépression est peut-être un manque de sérotonine. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucun lien. Il ne semble pas y avoir de déficit général en sérotonine chez les personnes dépressives. On sait que c'est l'une des principales raisons de l'efficacité de ces médicaments, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un déficit. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'un antalgique est efficace contre les maux de tête que nous aurions mal à la tête sans lui. Ça ne suffit pas à expliquer la dépression, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Les antidépresseurs sont efficaces, c'est indéniable. Ils atténuent la dépression dans 40 à 60% des cas. Mais on note aussi un effet placebo de 20 à 40%. Pourquoi aident-ils certains patients et pas d'autres? C'est un vrai mystère. Les niveaux de sérotonine augmentent immédiatement après la prise d'antidépresseurs. Mais ils ne modifient pas tout de suite l'humeur. Cela prend des semaines. Alors, que se passe-t-il dans cet intervalle pour que les antidépresseurs agissent sur l'humeur? Ça non plus, ce n'est pas clair. Selon une théorie, ces médicaments stimuleraient la neuroplasticité. Ils modifieraient donc notre cerveau dans son ensemble, et pas seulement sa chimie. Les structures de notre cerveau évoluent principalement quand nous apprenons, vivons et emmagasinons de nouveaux souvenirs. Les cellules nerveuses se connectent entre elles et de nouveaux liens se créent. Chez les personnes dépressives, cette plasticité cérébrale semble dégradée. Des autoroutes de pensée se créent. On se répète qu'on ne vaut rien, qu'on est impuissant, que le monde est mauvais et que ça n'ira pas mieux demain. Plus on a ces pensées, plus les neurones se connectent sur cette trajectoire et on se retrouve sur une autoroute neuronale. Est-ce donc là le problème? La dépression ne permet-elle qu'un seul et même genre de pensée? Cela expliquerait au moins l'effet d'une substance parfois employée en médecine d'urgence et utilisée pour anesthésier les chevaux. La kétamine. On s'est rendu compte que, par exemple, les personnes qui avaient reçu de la kétamine pour une fracture au pied disaient le lendemain « Mon pied est toujours cassé, mais je suis d'excellente humeur ». On a donc commencé à étudier ce phénomène. En effet, la kétamine semble remettre en mouvement le cerveau des personnes dépressives. Avec la kétamine, on ouvre une fenêtre de neuroplasticité. Dans les jours et les semaines qui suivent les perfusions ou l'administration par voie nasale, les patients sont nettement plus réceptifs à de nouvelles expériences d'apprentissage. En revanche, on ignore comment cela fonctionne réellement. Apparemment, la kétamine agit également sur certains récepteurs du cerveau et permet aux neurones de communiquer à nouveau entre eux. Est-ce là la cause de la dépression ? Des cellules cérébrales qui ne communiquent pas correctement entre elles? Imaginons que voici les neurones. Dans ce cas, nous avons là une autoroute de pensée dépressive. Ça veut dire que ces neurones ont un biais, un schéma, une distorsion cognitive si ancrée que lorsqu'une pensée arrive, elle ne peut aller que dans une seule direction. Maintenant, imaginons que la kétamine entre en jeu et que la plasticité cérébrale s'améliore. Voilà ce qui se passe. Tout à coup, un grand nombre de pensées deviennent possibles. Ouvrir la fenêtre à de nouvelles pensées, c'est très bien. Mais il ne faut pas s'arrêter là.
Si on ouvre une fenêtre d'apprentissage, il faut proposer un apprentissage qui en vaille la peine. Si les patients se mettent à jouer à World of Warcraft pendant 12 heures, la fenêtre de neuroplasticité se referme. Pour apprendre de nouvelles choses, il faut les vivre, faire de nouvelles expériences. Il peut s'agir par exemple de conversations ou de nouvelles situations. Mais la kétamine a un autre effet plus immédiat que d'ouvrir une fenêtre. C'est une substance psychoactive, c'est-à-dire une drogue. Comme la plupart des maladies psychiques, les dépressions sont des maladies extrêmement personnelles, liées à des croyances, à des convictions, à des émotions et à des situations passées. Ces thérapies permettent notamment de sortir les patients de leur vécu et de leur offrir la possibilité de faire une autre expérience d'eux-mêmes, du monde et de tout ce qui le constitue. Une autre expérience ? J'ai eu un patient qui s'est vu petit garçon assis dans l'herbe près de la maison de campagne de sa grand-mère et discutant avec elle. La dame est décédée depuis 40 ans et pour lui, ça a été un moment très touchant, très intime et tendre, qui l'a beaucoup aidé à retrouver son chemin. Certains s'imaginent flotter dans le cosmos, d'autres dans l'océan, d'autres encore rejoignent des proches qui leur manquent. L'idée semble convaincante. Alors pourquoi n'administre-t-on pas de la kétamine à toutes les personnes concernées ? Les psychiatres et les neuroscientifiques ont été enthousiasmés par l'usage de la kétamine, qui semble soulager immédiatement la dépression chez de nombreux patients, même ceux qui n'ont pas réagi à d'autres traitements. Mais elle pose également des problèmes. Elle n'agit pas sur tout le monde. En ce sens, elle n'est donc pas différente des autres antidépresseurs, et ses effets ne sont pas forcément durables. On peut aussi recourir à d'autres drogues, par exemple le LSD ou la psilocybine, plus connue sous le nom de champignon hallucinogène. Toutes ces substances ont un point commun. Elles stimulent le cerveau et génèrent de nouvelles expériences. Ces drogues diminuent les croyances ou les attentes vis-à-vis du monde et permettent, par le biais de la plasticité cérébrale, de percevoir de manière différente certaines choses qui vous entourent, ce qui peut entraîner un changement d'humeur. Cela suggère que ces substances hallucinogènes pourraient être aussi efficaces qu'une psychothérapie, à cela près qu'elles agissent plutôt à un niveau inconscient, et tant qu'on les prend. Tandis que la psychothérapie est un processus actif mené avec un thérapeute. Si les psychothérapies ont un effet similaire à celui des drogues, modifient-elles aussi notre cerveau ? Peut-on se passer de substances ? La psychothérapie peut influencer la plasticité cérébrale en permettant de vivre des expériences qui créent de nouvelles connexions ou de réinterpréter des expériences d'apprentissage. Ces concepts pourtant abstraits montrent des changements concrets à l'intérieur du cerveau. On a l'impression que la psychothérapie se déroule uniquement au niveau de l'esprit, mais c'est un processus physique. Un processus qui peut même être observé par IRM. Si le pouvoir des mots peut soulager la dépression dans le cadre d'une psychothérapie, les véritables causes se trouveraient-elles ailleurs ? Serait-ce plutôt les circonstances qui nous rendent malades ? Les relations que nous entretenons, les lieux où nous vivons, le travail qui nous stresse ? Donc il y a les décès, les séparations, les changements brutaux d'état économique, le fait d'être en migration. Il y a aussi de l'exposition répétée à des violences, donc violences intraconjugales, violences de discrimination sexiste ou raciste. Il peut y avoir aussi des environnements toxiques au travail. La liste des expériences difficiles qu'une personne peut accumuler au cours de son existence est infinie. Mais la vie ne s'en trouve pas forcément bouleversée. En fait, tous les gens qui vont être mis au chômage ou tous les gens qui vont avoir le mari décédé ne vont pas forcément faire une dépression. Pour poser un diagnostic de trouble de stress post-traumatique, il faut que la patiente ou le patient ait subi un traumatisme. Toutes les personnes atteintes d'un trouble de stress post-traumatique ont vécu un traumatisme. Ce qui, à l'inverse, ne veut pas dire que toute personne ayant subi un traumatisme développera ce trouble. Malgré leur grande diversité, il existe un lien fondamental entre les causes de la dépression.
On comprend de mieux en mieux que toutes les facettes de notre personnalité interagissent avec notre corps physique, jusqu'à nos organes internes. Par exemple, il est fascinant de constater à quel point notre estomac et notre cœur influent sur nos émotions. Tout est lié. Il suffit pour s'en rendre compte d'être à l'écoute de ce qui se passe dans notre ventre, notre deuxième cerveau. Des papillons peuvent s'y agiter, mais on peut aussi avoir l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Il est tout à fait normal de se sentir nauséeux en cas de nervosité. Certains aspects sont connus de tous. Ce qui l'est moins, c'est que ça ne va pas que dans un sens. Quand on est stressé, on le ressent dans le ventre, mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Des milliards de bactéries vivent dans notre intestin. Elles échangent en permanence avec notre cerveau. Elles produisent notamment des neurotransmetteurs, comme la sérotonine et la dopamine, et influencent ainsi notre morale. Chez les personnes atteintes de troubles psychiques, la flore intestinale est perturbée. La nature des bactéries qui mènent la danse, se multiplient et disparaissent, a donc un effet certain sur notre santé mentale. Dans le cadre d'une étude, des bactéries intestinales de personnes dépressives ont été implantées chez des souris, lesquelles se sont montrées moins dynamiques et moins intéressées par leur environnement. Elles ont développé une dépression. Cela montre que modifier le microbiote intestinal peut changer les comportements de type anxieux ou dépressif. Cela signifie-t-il que transférer des bactéries intestinales de personnes en bonne santé à des dépressifs les guérira ? La recherche n'en est qu'à ses débuts dans ce domaine. Une flore intestinale perturbée peut en tout cas créer une inflammation susceptible d'entraîner d'autres désagréments. L'inflammation chronique est un facteur de risque de développer une dépression. L'un des moyens de tester en laboratoire l'impact de l'inflammation sur l'humeur consiste à administrer au sujet un simple vaccin. En effet, de nombreux vaccins augmentent le niveau d'inflammation dans le corps. L'augmentation de l'inflammation affecte les sentiments et l'humeur des cobayes. Lorsque le niveau d'inflammation augmente, cela perturbe les pensées et le moral. La dépression peut donc parfois indiquer que quelque chose nous manque au niveau physique. C'est une sorte de système d'alerte, qu'il n'est toutefois pas facile de déchiffrer, la dépression pouvant avoir de nombreuses autres causes. On remarque déjà que les personnes qui ont des parents qui ont eux-mêmes fait une dépression ont 2 fois plus de chances de développer une dépression au cours de leur vie. Donc il y a ce facteur qu'on appelle héréditaire. Existerait-il une sorte de gène de la dépression qui se transmettrait d'une génération à l'autre ? Mais pourquoi s'imposerait-il ? À l'échelle de l'évolution, quel intérêt y a-t-il à propager une maladie qui nie la vie ? Beaucoup de gens ont essayé de comprendre pourquoi la dépression existe et pourquoi la sélection naturelle ne l'a pas éliminée. Certains pensent qu'elle a une fonction. L'une des théories les plus anciennes, c'est que la dépression montre à nos amis que nous avons besoin d'aide. Selon une autre thèse, la dépression empêche le gaspillage d'énergie. Elle nous incite à nous arrêter et à nous demander s'il est vraiment sage de poursuivre certaines activités et s'il ne serait pas plus pertinent de changer quelque chose à notre vie. Ma transmission la plus utile à mes patients est la question suivante. Y a-t-il quelque chose de si important dans votre vie que vous ne puissiez l'abandonner, même si ça ne marche pas et que ça ne marchera jamais ? En fait, c'est un piège social. On s'accroche à un objectif dans lequel on s'est déjà énormément investi, même si on sait qu'il est sans doute inaccessible. Par exemple, devenir une rockstar, écrire un roman ou trouver le partenaire de rêve. De ce point de vue, l'apathie et la dépression pourraient être utiles. Vu sous cet angle, être toujours optimiste, énergique et prêt à prendre des risques n'est pas ce qu'il y a de mieux. Il est parfois préférable de se mettre en retrait et de laisser passer un peu de temps. Par exemple, en cas de deuil,
de maladie, ou si on a perdu une bataille face à quelqu'un qui est toujours dans notre vie. Dans de telles situations, il peut être plus indiqué d'attendre et d'essayer d'autres stratégies. Serait-ce donc là le but évolutif de la dépression ? Nous montrer que nous devons changer de stratégie et être plus à l'écoute de nos sentiments négatifs, surtout s'ils durent. Chaque être humain préférerait que ce qui lui arrive ait un sens plutôt que l'inverse. C'est pourquoi je pense que de nombreux patients souffrant de dépression seraient peut-être soulagés si on leur lançait une sorte de bouée de sauvetage en leur disant « C'est tout à fait logique, du point de vue de la biologie de l'évolution ou de votre histoire, que vous ayez une dépression maintenant. » Mais c'est une forme de pensée téléologique qui n'est pas simple. Les dépressions, ça arrive. Est-ce que ça a vraiment un sens ? Je ne saurais dire. Les théories de l'évolution sont très difficiles à tester. C'est pourquoi je ne suis pas complètement convaincue par cette explication. La dépression n'est peut-être qu'un accident de l'évolution, parce qu'elle va de pair avec une caractéristique très adaptable, et elle pourrait n'exister qu'à travers ce lien. Il pourrait donc y avoir une raison tout autre et totalement arbitraire pour expliquer l'existence de la dépression. Ce qui nous amène à une autre théorie. Un accident survenu à l'échelle de la biologie de l'évolution, qui expliquerait une partie des syndromes dépressifs. Il s'agit d'une mutation génétique découverte chez les humains préhistoriques et soupçonnée de rendre plus déprimée une portion de l'humanité actuelle. L'homme de Denisova a vécu en Asie il y a des milliers d'années et certaines personnes sont encore porteuses de ces gènes. Ceux-ci ont sans doute contribué à sa survie à l'époque, car ils permettaient de faire face au froid en augmentant la production de chaleur dans le corps. De nos jours, ces gènes dénisoviens pourraient toutefois accroître le risque de dépression en influençant l'équilibre du zinc dans les cellules. Existe-t-il donc un gène de la dépression ? Il n'y a pas de gène de la dépression, comme il en existe un pour les troubles neurologiques tels que la maladie de Huntington. Il pourrait y avoir de nombreux petits facteurs de risque génétique qui augmentent ou diminuent la probabilité de développer une dépression. Mais d'un point de vue scientifique, ils pourraient être si minimes qu'on ne distinguerait même pas leur influence avant d'avoir réuni des milliers et des milliers de personnes dans une même étude. Jusqu'ici, tout relève de l'hypothèse. Mais une chose est sûre. Les causes de la dépression sont complexes et propres à chacun. Et surtout, il est rare qu'il n'y en ait qu'une seule. Je pense que la plupart des dépressions sont dues à certaines situations de la vie. Toutefois, dans la plupart des cas, il me semble erroné de les attribuer à une seule cause. Il peut s'agir d'une infection, d'abus, de la poursuite d'un objectif inatteignable, de médicaments que l'on prend, d'un manque de sommeil. Il peut y avoir plusieurs raisons. Pire encore, toutes ces raisons sont en interaction. Plus on en sait sur la dépression, plus les théories sont nombreuses. Et pas seulement en ce qui concerne ses causes. Je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'on trouvera un jour une cause unique à la dépression, pas plus qu'un traitement universel. D'après moi, c'est une erreur de s'engager sur cette voie, car la dépression est très complexe. Nous devons la considérer comme multicausale et, plus important encore, la traiter de différentes manières. Peut-être est-ce qu'on est dans le même cas qu'au XIXe siècle, quand on disait fièvre comme nom de maladie et qu'en fait, ça recoupait énormément de maladies possibles, de la grippe à la tuberculose. Donc, un enjeu majeur pour la recherche actuellement, c'est d'essayer de comprendre si derrière ce mot de dépression et l'ensemble des personnes qu'on étiquette comme ayant une dépression, eh bien, en fait, il se cache une ou plusieurs maladies. Au lieu de considérer la dépression comme une seule maladie, il pourrait être judicieux à l'avenir de mieux la catégoriser, afin de choisir le traitement le plus efficace parmi les nombreuses possibilités qui existent, et qu'il y ait de bonnes chances pour que le chien noir disparaisse pour de bon. Ce n'est ni une honte, ni une faute, ni un échec. Souffrir d'une dépression arrive à de très nombreuses personnes au cours de leur vie. Ça a d'ailleurs été mon cas.
Mon message à celles et ceux qui souffrent de dépression ou qui ont des membres de leur famille ou des amis dépressifs est qu'un même traitement ne fonctionne pas pour tout le monde et qu'il est parfois nécessaire d'en essayer plusieurs. Il ne faut donc pas perdre espoir. Ce n'est pas parce qu'un traitement ne marche pas que l'on ne peut pas être soigné. Et puis, il y a le meilleur des remèdes, qu'on a tendance à négliger, le temps. Souvent, les gens pensent que la situation va rester ainsi pour toujours. Il ne sert à rien de leur dire que ce n'est pas vrai. Mais on peut les aider à imaginer que leur état ne sera pas éternellement le même. La dépression est un signal qu'on ne sait pas toujours interpréter. Mais plus on en comprend les causes, mieux on peut la traiter.